Nous voudrons commencer cette dernière journée des Assises européennes du patrimoine culturel qui se tiennent cette année à Paris. J'espère que beaucoup d'entre vous ont participé hier soir à la grande soirée du patrimoine européen que nous avons eu l'honneur et le plaisir d'organiser au Théâtre du Châtelet. Je sais que la soirée était assez longue, mais j'espère que vous serez d'accord avec moi qu'elle était belle. Belle et avec des messages très émouvants, très symboliques et très émouvants. Et je pense que ça nous a donné de l'inspiration supplémentaire, si on en avait encore besoin, pour les débats très importants, les débats politiques de cette journée qu'on peut aussi appeler la grande clôture. Hier, c'était la grande soirée, et là, c'est la grande clôture des Assises européennes du patrimoine de cette année qui se tiennent à Paris et qu'on a organisée en partenariat avec la Fondation du patrimoine et aujourd'hui, notamment, avec le Collège des Bernardins. Encore un lieu avec une grande symbolique pour la mission et l'action d'Europa Nostra et de nous tous, de vos organisations. Donc un lieu du patrimoine, un lieu de mémoire, un lieu, je sais que mon ami Antoine Arjakovski disait, c'est là où la conscience européenne a commencé à se construire. Et c'est aussi un lieu qui a été ressuscité grâce à l'action de beaucoup de personnes, et qui a été récompensé en 2010 par un grand prix de l'Union européenne et d'Europa Nostra. C'était une autre grande soirée qui s'est tenue à Istanbul, dans la basilique de Hagia Irini, et c'est là où Bertrand de Feydeau a été sur scène pour recevoir le grand prix pour ce magnifique travail de renaissance du Collège des Bernardins. Donc toujours, le symbolisme des lieux, le génie des lieux est important pour l'inspiration de notre travail d'aujourd'hui. Mon équipe m'a prié de vous dire que nous n'avons pas imprimé le programme, mais le programme figure, vous pouvez le consulter sur vos portables. Il y a un QR code, je pense, que vous pouvez télécharger. Donc, on entre dans l'ère digitale et pour des raisons environnementales, on cherche aussi d'un peu réduire les documents imprimés. Mais c'est un programme fascinant. On a aussi, donc, il y aura beaucoup de débats, mais nous avons aussi quelque chose d'extraordinaire et nous avons une graphiste qui s'appelle Alexia Leibrandt, qui se trouve ici et qui va en fait dessiner ce que nous sommes en train de débattre. Et ça sera très intéressant. On va avoir aussi un souvenir graphique des messages principaux de nos débats. Alors, I will just switch to English for a few moments and to tell you that we are really excited to have, for this opening session, very eminent representatives from the European Union institutions and also from the French institution, from la région de l'Île-de-France. So I would like now to invite all the speakers to join me here on stage. First of all, Mr. Luca Jaillet, President of the European Economic and Social Committee, who this morning arrived from Brussels and promised to be with us, and he kept his promise. Luca, bienvenue à Paris, et voilà, ici. Voilà, c'est très bien. Moi, je vais mettre celle-ci. Then I would like to invite Monsieur Ambroise Fayol, vice-président de la Banque européenne d'investissement, un partenaire important et de poids de Europa Nostra et bien sûr de toutes les institutions de l'Union européenne. Ensuite, dans le programme, vous avez vu que Madame Themis Christophidou
la directrice générale pour l'éducation et la culture de la Commission européenne devait être avec nous. Et c'est jusqu'à hier que c'était sûr qu'elle allait être avec nous. Et puis nous avons reçu un coup de téléphone que ce matin, elle devait rencontrer Ursula von der Leyen, la première réunion avec la présidente désignée de la Commission européenne. Elle nous a prié de l'excuser. Je lui ai dit, de grâce, tu dois être là, tu dois être dans cette réunion parce que tu as des messages importants à passer aussi en notre nom à Madame Ursula von der Leyen. Donc, elle n'est pas là, mais Catherine Magnan, qui est conseillère et qui était la cheville ouvrière de l'année européenne du patrimoine culturel et qui a travaillé avec une équipe à la Commission européenne avec brio, est là et elle va représenter Madame Themis Christophidoudos. Catherine, bienvenue. Voilà. Et pour finir, la représentante de la région Île-de-France, importante partenaire, grand remerciement à la région Île-de-France de s'associer aux Assises européennes du patrimoine, Madame Aurélie Gros, qui représente la présidente de la région, Madame Valérie Pécresse. Bienvenue à cette séance d'ouverture de notre colloque Patrimoine culturel au cœur de la relance du projet européen. Il y avait encore, there was one person who wanted absolutely to be here. But alas, with all the challenges that the European institutions are facing in these days, he had to just send us a video message. And this is the President of the European Parliament. Some of you who were last night at the Châtelet, you have seen that video message, but we know that not everybody was there, and we think that it is politically such an important message from the President of the European Parliament that we would like to hear it once again and show it to this audience as an opening of this opening session. So I would like to invite you to present this video message from David Maria Sassoli, President of the European Parliament. Chers lauréats et organisateurs des prix européens du patrimoine, prix Europa Nostra 2019, je n'ai malheureusement pas pu assister cette année à la grande soirée du patrimoine culturel aux Assises européennes du patrimoine culturel. Mais la technologie me permet d'être en quelque sorte avec vous. En tant que président du Parlement européen, j'ai le plaisir et l'honneur de féliciter tous les participants et les lauréats de cette distinction prestigieuse pour les 4 catégories en compétition: conservation, recherche, services spécialisés, enfin éducation, formation et sensibilisation. Les Assises européennes du patrimoine culturel représentent avant tout l'occasion de rendre hommage à la richesse du patrimoine culturel européen et de récompenser les contributions exceptionnelles à la préservation et à la promotion de ces patrimoines. Cet événement constitue à bon droit un moment de joie et de célébration, mais requiert également un temps de réflexion critique. L'Europe traverse une période difficile et doit faire face à de nombreux défis. Les changements climatiques, les problèmes mondiaux de l'immigration, le Brexit ou encore la lutte contre l'inégalité. Il est par conséquent important de travailler en ensemble des valeurs communes et un sentiment partagé d'appartenance à l'Europe en veillant et à n'écarter personne. Or, pour remplir ces objectifs, quel meilleur instrument que notre culture, qui représente la quintessence de notre civilisation et établit un point entre le passé et l'avenir de l'Europe. Malgré leur potentiel considérable, la culture et le patrimoine culturel ne se trouvent pas encore au centre du programme européen. L'année européenne du patrimoine culturel a incontestablement connu un grand succès, a insufflé un certain élan et à dessiner des orientations pour l'avenir. Mais des efforts
supplémentaires restent indispensables. Les cultures et les patrimoines culturels font partie des outils les plus appropriés et les plus efficaces pour aborder les débats sur l'avenir de l'Europe ainsi que sur notre sentiment d'appartenance et notre identité, qui nous rappelle qui nous sommes, d'où nous venons et d'où nous voulons aller. En même temps, il faut envisager la culture comme moyen d'intégration, de promotion du partage et des refus de l'exclusion. Le terme de culture est souvent instrumentalisé à des fins politiques et privées de sa véritable signification par les nationalistes. On constate fréquemment que les références à l'identité renvoient en réalité à des concepts d'unicité ou de supériorité culturelle, freinant l'essor démocratique et sapant l'état des droits. Ça, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prendre soin de la culture, ce qui signifie aussi qu'il faut encourager les différentes formes qu'elle peut présenter, y compris en s'intéressant à la culture politique. Notre culture politique doit ainsi être à la hauteur de nos valeurs, dont la plus cruciale est peut-être la diversité que notre histoire et notre patrimoine culturel nous rappellent chaque jour. Nous ne devons donc pas nous contenir d'insister sur l'importance de notre patrimoine culturel, mais nous devons faire ensemble que les divisés de l'Union européenne, unis dans la diversité, une réalité et une promesse à l'honneur jour par jour. Chacun de vous, à sa façon, a contribué de manière exceptionnelle à la protection, à la valorisation, à la promotion de notre riche patrimoine culturel. Je souhaite donc exprimer ma sincère gratitude envers chacun d'entre vous et vous remercier pour votre engagement et votre travail personnel qui vous on a valu d'être récompensé aujourd'hui. Nous devons continuer de travailler ensemble pour tirer tous les potentiels de notre culture et de notre patrimoine culturel. Bon travail. Oui, je pense que ce message souligne bien que l'ambition de cette journée, ce colloque, est bien politique et pas technique. Et d'avoir un tel message, c'est très, très, très important pour nous. Je voudrais juste vous dire que nous avons aussi reçu un message écrit aussi de la nouvelle secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Madame Maria Pejcinovic-Buric. Et je le dis avec beaucoup de plaisir parce que devant moi, je vois Madame Catherine Lalumière, qui fut la secrétaire générale du Conseil de l'Europe et qui a beaucoup fait pour promouvoir l'Europe dans son ensemble, mais surtout l'Europe de la culture. Je voudrais qu'on applaudisse la présence de Madame Lalumière parmi nous. Donc, le Conseil de l'Europe suit nos travaux et nous espérons qu'ils vont retrouver le goût de la culture aussi. Et aussi, to share with you that two ministers of culture, the Minister of Culture of Finland, the country that is currently chairing the European Union, Ms. Hanna Kosonen, also sent the message regretting that she cannot be here, but insisting how important cultural heritage is for the Finnish presidency and how important, I'm just quoting, to continue to develop the integrated approach of the European Year of Cultural Heritage in the future in order to foster cultural heritage as a part of the overall development work across different policy sectors. And last but not least, a very engaging message from
the Minister of Culture from Croatia. And next year, the first semester of the 2020, Croatia will be chairing the European Union, and the Minister Nina Obuljen also sent us a message saying that the Republic of Croatia is strongly dedicated to fostering cultural heritage and will intensify its efforts in this regard during its first presidency of the Council of the European Union in the first half of 2020. So we have good allies in various institutions of the European Union, but there is one extraordinary ally who didn't send a written message, who didn't send a video message, but came here himself, Luca Jaillet, the president of the European Economic and Social Committee. Luca, ton soutien, ta présence est particulièrement importante parce que tu es le premier président d'une institution de l'Union européenne qui a déclaré que la culture est parmi les priorités de ta présidence. Bravo, nous sommes avec toi et nous nous réjouissons d'entendre ton message. Merci bien, Agnieszka, pour cette invitation et aussi pour ces mots de reconnaissance et d'encouragement qui font évidemment toujours plaisir, surtout un homme italien qui est toujours très sensible aux compliments, comme tous les hommes et les Italiens en particulier. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui à l'occasion de cet événement prestigieux qui fait suite au sommet européen du patrimoine culturel de 2018, auquel j'ai eu le plaisir de participer, et à l'appel à l'action de Berlin, auquel j'ai apposé ma signature avec enthousiasme lors de l'événement de Berlin. Il y a évidemment deux éléments qui m'ont poussé, même un peu dans des conditions un peu compliquées, de venir, de maintenir parole. Je sais que le président Sassoli voulait aussi venir, mais c'était surtout sa femme. Elle faisait beaucoup de pression afin qu'il vienne, mais il y a eu d'autres pressions internes. Pour moi, les pressions internes n'ont pas voulu parce que j'avais mon bureau et aujourd'hui j'ai la plénière. Donc, je dois vous quitter avant midi pour retourner. On commencera la plénière à 2h30 à Bruxelles avec Barnier, Brexit. Donc, on a évidemment l'agenda nous presse. Mais d'une part, il y avait le lien, l'amitié et la reconnaissance à Europa Nostra et surtout à cette femme serbo-néerlandaise, belge, européenne, un peu française, qui est cette machine à guerre de la culture. Et de l'autre part, il y a aussi un autre élément que ça concerne cette maison, ce joyau de l'architecture cistercienne. Comme vous le définissez sur votre site, le lieu de rencontre entre les espoirs, les questions de nos sociétés et la sagesse chrétienne. J'ai eu le grand honneur d'être dans cette salle pour un débat une semaine après l'inauguration que vous avez fait avec le pape Benoît XVI. C'était dans le moment où la crise économique explosait. C'était un débat pour comprendre entre les acteurs économiques, les acteurs de la politique européenne, comment faire face. On était au début vraiment de la crise. Donc c'est un grand plaisir d'y retourner aujourd'hui dans cette enceinte magnifique pour voir l'énorme développement des activités que vous avez fait, aussi pour dire merci à celui qui a été l'artisan, le créateur, celui qui a cru dans la renaissance du Collège des Bernardins. Vous avez donné pour intituler à ce colloque le patrimoine culturel au cœur de la relance du projet européen. Et je souscris sans réserve à cette vision du rôle essentiel qui joue la culture, le patrimoine culturel, pour donner un cap au projet européen. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai inscrit, comme tu l'as rappelé, Agnieszka, la culture parmi les 3 priorités de ma présidence, aux côtés de l'élément durable et de la paix. Ce message fait évidemment écho au mot d'ordre que j'ai donné à ma présidence lors de mon élection en avril 2018. Renaissance. Osons une Europe durable, qui mêle en un mot valise la notion d'Union européenne et de renaissance. Puisque je m'exprime en France, je me sens un peu obligé de préciser que j'avais mis avant cette idée de renaissance, avant même que le président Macron en fasse un de ses principaux axes de réflexion. Il n'a pas payé les droits d'auteur. Ah. Et le slogan principal de sa campagne électorale européenne de succès. Mais j'en suis bien ravi de constater que nous partageons avec le président Macron manifestement les mêmes convictions et les mêmes inspirations. Peut-être les racines jésuites ont quelque chose à faire dans cette affaire.
mais aussi une vision commune de l'urgence qui caractérise la situation en Europe. En effet, nous sommes tous bien conscients que l'Union européenne doit faire face à des défis toujours plus grands, auxquels nous devons apporter des réponses novatrices. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas des solutions de rapiessage, mais d'une véritable vision nouvelle, audacieuse, pour le long terme. On est trop replié sur le petit terme, sur le court-termisme, pas d'ans ou de mois, mais de jours, d'heures. C'était le même débat qu'on avait ici sur les origines de la crise économique et financière, le repli de toute l'économie sur le court-termisme. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une nouvelle renaissance pour l'Europe, portée par un discours dynamique et ouvert autour de la culture. La période historique de la Renaissance, et laissez-moi dire cela en tant qu'Italien, fut une puissante révolution humaniste de grande envergure, qui a forgé les liens solides entre la culture, la science, la spiritualité, l'art du gouvernement et l'organisation de la vie économique et sociale. Oui, il y avait les hommes de culture, mais aussi les hommes de science. Mais sans la possibilité de l'argent des banquiers, tout cela était resté en Florence, dans la Toscane. Et c'est grâce à l'argent des banquiers et des commerçants que ces idées novatrices ont pu rebondir dans toute l'Europe. Et c'est grâce à la capacité des autorités locales, pas des impéreurs, que cela s'est mêlé et a créé cette force de renaissance qui a changé l'Europe, qui a basculé l'Europe dans la modernité en la faisant sortir par le haut du Moyen-Âge. Ce n'est pas que le Moyen-Âge était le temps sombre, c'était un temps extrêmement riche, mais il avait fini son temps. Et donc on pouvait tomber dans la destruction, dans la période sombre. C'est grâce à la Renaissance qu'on est passé dans l'Europe de la modernité en sortant par le haut du Moyen-Âge, ce temps d'une richesse énorme dont il ne faut pas oublier. La Renaissance fut le berceau de l'humanisme de cette Europe, qui encourageait les citoyens à devenir les protagonistes de leur propre destin et à troquer leur superstition contre un esprit critique. Elle combina l'autonomie des individus avec la participation active à des communautés politiques, autant d'idéaux qui revêtent la plus grande importance pour nos sociétés actuelles. Les progrès de la science y furent fulgurants, s'agissant notamment de l'astronomie, de la physique et des mathématiques. Des hommes de science comme Bacon, Galilée, Descartes, Newton firent des découvertes qui ont changé la face du monde pour toujours. Les arts intimement liés à la science connurent une transformation tout aussi radicale et ils représentaient la quintessence de ces mutations, en tant qu'expression du contexte culturel et social dans lequel ils sont émergés, formant ainsi l'art contemporain de leur temps. Ils vont constituer aujourd'hui ce qu'on appelle notre patrimoine. Et bien qu'ils nous renvoient à un longtemps passé, ils sont pourtant un reflet assez fidèle de nos préoccupations actuelles. Monteverdi écrivit des pièces magistrales qui ont donné naissance au genre de l'opéra. Les écrits de Machiavelli, ils sont encore à ce jour fortement capables d'influencer la lecture des événements politiques. Donatello et Michelangelo, Michel-Ange en français, mais moi je préfère le dire en italien, pour citer deux grands artistes italiens, ils nous ont laissé des véritables chefs-d'œuvre à la peinture, à la sculpture, sans oublier, bien sûr, l'archétype même de l'homme de la Renaissance, Leonardo da Vinci, cet homme de science, de culture, d'innovation de la gouvernance, cet homme terrible, avec un caractère terrible, Leonardo da Vinci, mais cet homme extraordinaire. Enfin, rappelons-nous que c'est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg qui a permis à un public bien plus large d'accéder à la littérature et aux partitions musicales, de démocratiser l'accès à la culture. Sans eux, on n'aurait pas eu le passage à la modernité et la possibilité que la culture passe d'un réservoir des élites à quelque chose qui était capable d'arriver aux masses. Ce fut en effet là le point de départ d'un véritable échange artistique et culturel qui a changé l'Europe, car l'Europe fut un espace culturel avant de devenir un espace public. Soyons clairs, quand je dis espace culturel européen, je ne pense absolument pas à un espace culturel homogène. Notre continent il s'est nourri au cours des siècles, bien évidemment, de la différence et de la variété. La Renaissance elle-même porta un visage variable d'un pays à l'autre, très variable,
qui était déclinée et modelée par l'influence des cultures locales et par les contaminations des cultures venant de l'extérieur, qu'il s'agit du monde arabe, qu'il s'agit des Amériques, qu'il s'agit de la Chine ou qu'il s'agit de l'Inde. L'Europe a toujours été un continent de diversité, intégrant des influences issues de son territoire, comme de par-delà de ses frontières géographiques. Même notre mythe fondateur, l'enlèvement de la princesse phénicienne Europe, est une histoire de migration, qui révèle l'influence exercée par la culture de ce que notre civilisation appelle aujourd'hui le Proche-Orient. Enfin, n'oublions pas qu'une bonne partie des connaissances antiques qui ont modélé la pensée de la Renaissance avaient été préservées dans les bibliothèques de l'Empire byzantin, sans lesquelles on n'aurait pas eu de culture dans l'Europe de l'Ouest. Cette histoire et cette diversité, ils ont formé le socle sur lequel nos valeurs européennes ont été érigées. Les droits de l'homme, l'égalité, la liberté d'expression, la solidarité, la compassion, la démocratie sont ancrés dans notre matrice culturelle. Il n'aurait pas de sens, pas de contenu, pas de narration sans cette matrice culturelle. Ce sont des leçons tirées de notre passé. Et c'est même si nous dûmes en passer par maintes guerres et violences et des nombres de morts incroyables pour enfin réaliser la paix et ce que l'Europe est aujourd'hui. Je considère qu'il est essentiel de transmettre cette perspective historique aux citoyens de l'Europe d'aujourd'hui grâce à l'éducation. En enseignant nos histoires respectives, notre patrimoine culturel, les arts, les valeurs des langues. Ça coûte une fortune, mais l'Europe continue à s'exprimer dans toutes ces langues. Ça coûte une fortune. Un tiers de ceux qui travaillent pour l'Europe, ils font de la traduction. Quelqu'un a dit que l'Europe, c'est de la traduction. Et c'est une valeur même au-delà du métier concret de traduire ou d'interpréter dans les réunions. Parfois, on a même, on a chance, tu le sais bien, qu'on a des réunions dans lesquelles il n'y a plus d'interprètes dans les cabines que des gens dans la salle. Mais c'est pour permettre encore, malgré la colonisation de ce pidgin English, dans lequel tout le monde est obligé de s'exprimer, de maintenir la richesse génératrice de la diversité des langues. Cette histoire, le regard que nous portons sur notre passé, c'est ce qui nous définit en tant qu'Européens. Comprendre notre histoire diverse et souvent conflictuelle nous offre un puissant outil pour combattre les discours simplistes, souverainistes, extrémistes et porter une nouvelle idée européenne commune. Il est évident que lorsque nous parlons du patrimoine culturel, nous devons réfléchir à comment lui donner un sens aujourd'hui. Et pour les générations à venir, nous devons permettre au patrimoine culturel d'apporter des transformations et de l'innovation dans nos sociétés, plutôt que de le laisser se scléroser dans les fantasmes d'un passé glorieux, que parfois n'a pas été si glorieux, sans rapport avec ce fut la réalité des choses. Le patrimoine est le moteur de la création artistique contemporaine, de l'innovation sociale et même économique, et enfin du développement durable. Il offre des possibilités de développement économique énormes pour générer de la croissance et créer des emplois. Il est à peine besoin de souligner l'impact en rappelant une fois de plus ces quelques chiffres. Le secteur de la culture, au sens large, de la création représente environ 3,5% de l'ensemble des produits et services distribués chaque année dans l'Union. Et ils emploient 6,7 millions de personnes, soit 3% de la main-d'œuvre européenne. Ce n'est pas trop, mais ce n'est pas rien. Le patrimoine culturel peut contribuer à asseoir la cohésion sociale et territoriale. Je me rappelle toujours que lors des attentats terroristes à Bruxelles, qui étaient générés par des personnes qui venaient de Molenbeek, quelle a été la réaction de l'État? Oui, ils ont changé quelques lois de sécurité sur le type les bêtises qui empêchaient la police de 8 h du soir à 8 h du matin de rentrer dans les maisons quand ils avaient des soupçons, parce qu'il y avait la protection de la nuit, même des terroristes. Mais l'action principale a été que le roi des Belges a inauguré un centre culturel d'éducation au cœur du quartier pour conquérir à travers la culture un quartier qui était ébranlé et perdu et laissé dans les mains des extrémistes. C'est un symbole, mais c'est plus qu'un symbole. La culture et les arts recèlent un immense potentiel qui demeure inexploité pour devenir une force de rassemblement et de mobilisation en faveur de l'Europe et de l'avenir. La culture peut nous aider à surmonter les crises systémiques, politiques et identitaires que l'Europe
traversent malheureusement actuellement et que parfois ils nous font retourner aux sentiments et aux cauchemars du siècle dernier et nous pousser à rêver, à tracer de nouvelles perspectives. Oui, nous avons besoin de recommencer à rêver, à oser l'avenir, à risquer l'avenir, sans nous sentir bridés par la peur de l'échec. Peut-être il s'agit là d'une autre leçon qui nous enseigne ce archétype de la Renaissance, Leonardo da Vinci. Il faut se rappeler que bon nombre de ses inventions furent des échecs, des terribles échecs. Regardez les dessins de machines impossibles, l'art du vol, ce furent des échecs. Mais ils ont inspiré de nombreuses générations qui sont succédées à Leonardo pour rechercher d'autres solutions. Et certaines choses que lui, il avait eu l'intuition, mais il n'a pas su réaliser, il n'a pas pu expérimenter, dans le domaine de l'étude du corps humain jusqu'au vol, ont été exactement retravaillées de la même manière des siècles après. Les difficultés qui nous apparaissent aujourd'hui comme des défis ne sont jamais que des étapes à franchir sur la voie de la réussite. Le fait de comprendre, de valoriser le patrimoine culturel, la liberté des arts, nos valeurs européennes, est en effet un ingrédient essentiel de notre mode de vie européenne. Oui, ce mot qui a fait beaucoup débattre dans le Parlement. Le slogan de la présidente élue Ursula von der Leyen, protéger le mode de vie européen. Ah, quelle question terrible. Parce que là, je me rappelle d'une réflexion d'un des plus grands amis de l'Europe, l'ancien ambassadeur américain à Bruxelles, Anthony Gardner, qui a été viré par le président actuel parce qu'il ne représentait pas tellement l'administration Trump. Et je me rappelle que lui disait, vous les Européens, vous n'arrivez pas à comprendre le sens d'orgueil qu'ils ont les Américains quand le président fait l'état de l'Union. Vous ne comprenez pas, vous vous dites que c'est de l'arrogance. Mais vous n'avez pas de sens d'orgueil. Récupérez ce sens d'orgueil de ce que vous êtes, de ce que vous avez fait. Ne soyez pas toujours repliés sur vous-même, de cette sorte de Weltanschauung qu'elle discute, qu'elle est toujours prisonnière de sa dialectique et devient incapable de créer. La dialectique, c'est une grande chose. Récupérer ce sens de l'orgueil. Un sens de l'orgueil que l'Europe, pour ce que l'Europe a su créer, pour savoir encore regarder l'importance de ce qu'on a su créer, le regarder avec la curiosité qui devient merveille, qui nous permet, à travers la fierté de ce qu'on a construit, de se mettre avec humilité et patience au service de la rénovation de ce grand projet européen. C'est pour cela qu'il faut être conscient de la valeur immense de ce mode de vie européen, qui ne sont pas les frontières. L'Europe n'a jamais été une Europe des frontières. Une Europe des ponts et une Europe des mélanges. Ça a été l'Europe. Ça, c'est le mode de vie européen, dont il faut avoir de l'orgueil et qu'il faut protéger et qu'il faut utiliser pour refaire le monde. Je me réjouis aussi du fait que demain, on aura, dans notre session plénière du comité, une autre occasion pour mettre la culture, pour un débat consacré à la culture au centre de notre travail. Et je pense que la culture peut apporter vraiment à l'Europe de l'espoir, une identité positive et diverse, et finalement, cette deuxième renaissance dont l'Europe a urgemment besoin. Je vous remercie pour votre attention. Merci Luca, merci pour toute ton inspiration et force de conviction et de rappeler effectivement que l'Europe, c'était d'abord un espace culturel et puis après est devenu l'espace institutionnel et politique. Et surtout de rappeler que l'Europe des ponts et l'Europe des mélanges, c'est ça ce qui est une caractéristique fondamentale de l'Europe. J'espère que quand tu reprendras le train pour aller présider la séance plénière du Conseil,
Tu leur diras ce qui s'est passé ici et ce qui se passe ici à Paris, et surtout que le manifeste de Paris qui va être présenté et ici plus tard dans la journée, on pourra organiser peut-être au Conseil un débat avec, à Bruxelles sur l'importance de ce texte et des messages. It's important to have here the European Economic and Social Committee. Extremely important to have another organization, institution of the EU, but that it's not very often present in our debates because we are meeting each other on many conferences. But to have the vice president of the European Investment Bank is something extremely important. It is a message, very important message, and we are very proud to have already since 2013 a partnership with the European Investment Bank Institute. The Dean of the Institute is present with us, Francisco de Paula Cuellar. Monsieur Ambroise Foyol, merci d'être là. Je voudrais vous donner la parole parce que investing in culture and cultural heritage is one of the points that the heads of state have identified in the strategic agenda for the next 5 years. So what it means, investing in culture and cultural heritage from the point of view of the European Investment Bank. Merci beaucoup, Snežka. Bonjour à tous. Je vais m'exprimer en français parce que c'est une langue officielle de la Banque de l'Union européenne et d'Europa Nostra. Je viens de Luxembourg, qui est aussi une capitale culturelle européenne importante, où est basée notre banque. Alors, ceux qui étaient là hier soir ont sans doute entendu Francisco dire quelques mots sur la BEI, et vous avez parfaitement raison. Nous sommes assez peu connus, alors que nous sommes la banque qui finance les priorités européennes pour un certain nombre de projets d'intérêt européen, que ce soit dans le domaine de l'innovation, des infrastructures, du soutien aux PME, et de plus en plus de la lutte contre les effets du changement climatique. Et nous avons un projet qui est soutenu par la présidente électe, comme on dit maintenant, de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne, qui est de la transformation de la BEI en banque du climat de l'Union européenne. Et c'est vrai, vous avez parlé du rôle des banques, et c'est vrai que les banques ont toujours joué un rôle important dans le financement de la culture. Nous sommes une banque, mais nous sommes une banque un peu particulière, puisque nous sommes une banque publique. Et donc nous avons un intérêt à financer des projets qui ont un intérêt politique européen. Et nous avons aussi vocation à ce que ces projets soient financés dans les meilleures conditions possibles pour ceux qui en bénéficient. Nous n'avons pas vocation à faire du profit, nous n'avons pas vocation à faire des pertes non plus, mais nous avons surtout vocation à ce que les projets que nous soutenons bénéficient vraiment des bonnes conditions financières que nous pouvons apporter. Alors moi, ce que je voudrais juste dire aujourd'hui, et je serai assez bref, c'est dire à quel point pour nous la culture fait partie des enjeux que nous considérons quand nous faisons beaucoup de projets. Je vais en donner quelques exemples pour montrer à quel point notre ADN inclut vraiment les notions d'héritage culturel. Et c'est, je pense d'ailleurs, une notion qui est un enjeu d'abord politique pour l'Europe. 84% des Européens pensent que le patrimoine culturel est important pour eux personnellement. 8 Européens sur 10 disent que le patrimoine culturel, c'est important pour l'Union européenne. Donc c'est un enjeu politique, c'est un enjeu qu'il faut faire vivre. Et on l'a bien vu, moi j'ai participé à la campagne des élections européennes.
la présence ce matin de nombreuses institutions européennes montre qu'effectivement, la nature de cet enjeu politique pour l'Europe est bien reconnue. Et vous l'avez bien décrit dans votre intervention, Monsieur le Président. C'est aussi un enjeu économique. Nous avons la diversité, la richesse culturelle de l'Europe, première destination touristique du monde, troisième activité économique de l'Union européenne. C'est un enjeu économique. La culture fait vivre plus de 15 millions de personnes en Europe. Et les projets que nous avons soutenus, par exemple de réhabilitation d'un certain nombre de centres urbains, ont eu une dimension de rentabilité économique réelle. Nous avons soutenu des projets pour réhabiliter les centres-villes, par exemple à Lille, à Manchester ou à Malte, à La Valette. Et c'est vrai que cette dimension-là, elle est importante au-delà de la dimension culturelle propre. Ça aide aussi à la cohésion sociale. Et de plus en plus, les projets que nous finançons en matière de réhabilitation urbaine incluent une dimension climatique. Nous avons un bon exemple de ce point de vue-là, qui est le grand projet de réhabilitation du centre de Lisbonne, qui a longtemps souffert de dégradation qui est due à ce qu'il n'y a pas eu assez d'entretien et de manque d'investissement, tout simplement. Les autorités portugaises et la municipalité de Lisbonne ont, conjointement avec les autorités européennes, c'est-à-dire pas seulement la BEI, mais aussi des fonds européens, et la mise en place de ce qu'on a appelé à l'époque le plan Juncker, qui a permis de relancer l'investissement pour ce type de projet, ont mis en place un grand projet alors c'est un très gros projet, on parle là de plusieurs centaines de millions d'euros, de réhabilitation urbaine, de changement, de remplacement d'un certain nombre d'infrastructures. Et tout ça avec aussi l'idée qu'il faut à la fois mettre plus d'efficacité énergétique dans les projets que nous faisons, même si ce qu'on constate, c'est que les bâtiments qui sont antérieurs à 1890 n'ont pas grand-chose à envier aux bâtiments modernes en termes d'efficacité énergétique. Mais il faut qu'on remette beaucoup d'efficacité énergétique sur ces projets-là, et il faut qu'on ajoute les effets qu'on a du changement climatique. Et dans le cas de Lisbonne, je ne parle pas des tremblements de terre, Lisbonne a payé pour voir malheureusement l'effet des tremblements de terre. En revanche, il y a toute une dimension dans ce projet qui concerne les inondations et les effets de la lutte, enfin de la montée des océans, qui doit intégrer dans notre dimension de financement de projet un élément de la lutte contre les effets du changement climatique. Alors nous finançons de très gros projets, nous finançons aussi des projets de beaucoup plus petite taille, et là je voudrais rendre hommage à vous, Snežka, et à l'initiative qui a été prise avec Europa Nostra. Depuis 2013, nous finançons ce qu'on appelle les 7 Most Endangered, c'est-à-dire 7 sites européens tous les 2 ans, 7 sites européens qui sont sélectionnés pour l'importance culturelle qu'ils représentent pour le patrimoine européen. Et là, je voudrais donner 2 exemples. Le premier, c'est un exemple en France. On a sélectionné, enfin la Fondation a sélectionné il y a 2 ans, en 2016, le pont Colbert, qui est le dernier pont tournant à Dieppe, le dernier pont tournant en Europe, l'un de ceux qui fonctionne encore aujourd'hui et qui était menacé d'être détruit pour mettre en place un nouveau pont.
Et vous savez, c'est un pont qui date des années 1880, donc c'est un pont Eiffel qui est dans le port de Dieppe et qui peut tourner pour laisser passer les bateaux, et sinon qui est utilisé pour les infrastructures portuaires. Et en réalité, le système hydraulique a besoin d'être rénové, mais est parfaitement en état. Il utilise l'eau du chenal pour fonctionner. Et donc, on a réussi à convaincre, ce projet a été présenté par la Fondation du patrimoine, à convaincre sur la base du fait qu'il était parmi les sept sites les plus en danger, on a réussi à faire montrer l'intérêt d'un classement au patrimoine français, et par ailleurs à essayer de mettre en place ce qui est en train de se faire maintenant, c'est-à-dire un projet de rénovation qui sécurise le pont Colbert comme l'un des éléments culturels importants du patrimoine européen. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple de la synagogue de Subotica à Belgrade. Là encore, c'est un projet qui est extrêmement important. C'est une synagogue qui est dans la partie dans laquelle il y a une forte minorité hongroise en Serbie, qui a été rénovée à la suite de cette décision de mettre la synagogue de Subotica dans les Seven Most Endangered. C'est une synagogue extrêmement belle, qui est d'art nouveau hongrois, donc du début du XXe siècle, et qui a été rénové aussi avec des financements de Hongrie. Et nous sommes une banque, mais nous sommes surtout une banque d'ingénieurs. Et ce qui nous a intéressé, ce qui nous intéresse dans ce projet qu'on a avec Europa Nostra, c'est que on essaye de trouver quelles sont les meilleures façons de respecter le patrimoine culturel qu'il y a dans un projet, quelles sont les meilleures façons d'approcher le financement de la rénovation, etc. Ça ne réussit pas toujours, mais on a quelques très beaux succès, et je trouve que ces deux-là sont des beaux succès. Alors, nous avons décidé à la BEI de passer à la vitesse supérieure, si je puis dire, c'est-à-dire que, alors qu'il y avait jusqu'à présent tous les 2 ans la sélection de 7 sites en danger, et qui sont effectivement en danger, nous avons décidé de faire ça maintenant chaque année, et donc on va financer pour Europa Nostra la sélection de 7 sites européens chaque année. Et je pense que c'est un geste important pour la défense du patrimoine culturel européen. Moi, je voudrais dire juste 3 choses en conclusion. D'abord, je pense qu'il faut qu'on parle plus de ce qu'on fait. Il y a, à chaque fois qu'on met l'accent, nous, sur ce qu'on fait dans ces projets, ou dans ces projets très, très concrets, à chaque fois, on a le sentiment que ça intéresse beaucoup et que ça n'est pas connu. Et donc, je pense qu'il faut qu'on voit, et là encore, je veux dire, d'un point de vue de l'intérêt politique européen, on a besoin que les gens se rendent compte de l'importance pour les autorités politiques européennes de la défense du patrimoine culturel. Ma deuxième conclusion, c'est de dire que ça n'est pas le patrimoine qu'une question économique ou sociale ou environnementale ou culturelle ou financière. C'est tout à la fois. Et nous, quand on regarde un projet, on regarde l'ensemble. C'est ce qui fait aussi que des projets qui ne sont pas forcément rentables sur un plan purement financier le sont pour nous, parce qu'ils le sont, par exemple, au titre de la rentabilité économique et environnementale. Mais sur les projets culturels, c'est clair que cette dimension-là est importante. Et puis, le dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est un projet sur lequel on en a besoin, pas seulement des banques, pas seulement des
des autorités publiques, pas seulement des financiers divers, d'associations, etc. On a besoin de tout le monde. Les ONG jouent un rôle formidable dans la mobilisation et le soutien aux projets culturels. Et je pense que nous avons besoin d'associer davantage à nos discussions sur le patrimoine toutes les forces qui permettent de porter des projets en faveur de la culture en Europe. Voilà, merci beaucoup. Thank you so much, Mr. Fayol. It was good to go from l'Europe des idées qu'a développé Luca à l'Europe des banques et l'Europe des investissements. And we need all of them, as you said. Thank you so much for your intensifying the engagement of the bank for the protection of endangered heritage in Europe. You were not there last night, but the president of the Fondation du Patrimoine made a wonderful statement when saying we should have at least 1 billion given by the European Union to the protection of endangered heritage. So I just thought I will recall. I thought it was a great statement that he made. And since your bank is managing a lot of billions of European budgets, we will come back to you. We will also perhaps organize in Luxembourg the presentation of the Paris Manifeste de Paris, and especially the afternoon we will have a panel that we will be discussing the issue of also innovative financing models for endangered heritage in Europe. And the Dean of the Institute will be participating in that, and the Fondation du Patrimoine, Gulbenkian Foundation. I think there is really something that we could do much more. So great to have you here, and I think we have a lot to do together, much more in the future. Now, the European Commission. You know, we come, we mobilize the forces, etc. But then there is a European Commission that has. You all have to leave? Can't wait. Your train can't wait. Luca, grazie to be with us. Greetings to all the members of your committee, Gov Council in Brussels. Speak to them about the importance of culture and culture. So, Thémis is not here, but Catherine Magnon is here, who has been working day and night on the European Year of Cultural Heritage with a very small team, with a very small budget, but with a great impact. So, Catherine, could you please take the floor? Mesdames et messieurs, chers participants, très chère Snežka, avant de commencer ce discours que je vais prononcer, et j'en suis très honorée au nom de ma directrice générale, Thémis Christofidou, j'aimerais saluer 2 grandes dames qui nous ont accompagnés sur le chemin du patrimoine. Madame Vassiliou, qui a été notre commissaire à la culture il y a à peu près 4-5 ans, et sous le leadership de laquelle nous avons adopté un document stratégique sur le patrimoine en 2014, qui vraiment a été une pierre fondatrice de cet édifice que nous sommes en train de construire ensemble. Donc, merci beaucoup à Mme Vassiliou, et merci aussi beaucoup à Mme Catherine Lalumière, bien sûr, dont la sagesse, la connaissance, la vision nous ont accompagnés pendant l'année européenne à de nombreuses reprises pour nous rappeler à quel point l'Europe des valeurs était aussi notre patrimoine plein et entier, peut-être le premier, fondamental, et qu'il fallait absolument garder cette Europe des valeurs en perspective dans nos actions sur le patrimoine. Merci beaucoup pour toute votre action l'année dernière et bien sûr quand vous étiez au Conseil de l'Europe. Alors je voudrais tout d'abord faire référence tout de même au lieu dans lequel nous nous trouvons. Le Collège des Bernardins, un lieu extraordinairement bien restauré et un lieu de connaissance, de partage et de patrimoine partagé. L'ordre des Cistériens a marqué l'Europe de son empreinte, du Portugal à la Pologne, en passant par la Suède. Et je crois que vraiment, il n'y aurait pas pu avoir de lieu plus propice, plus symbolique pour notre réflexion d'aujourd'hui.
En effet, je voudrais me référer au traité de Lisbonne. Rassurez-vous, je ne vais pas faire une grande digression juridique, mais juste rappeler que le traité de Lisbonne nous dit qu'à la source de l'inspiration de la construction européenne, il y a 3 héritages. L'héritage culturel, l'héritage spirituel et l'héritage humaniste de l'Europe. Et je crois que le lieu dans lequel nous sommes symbolise tout ceci de façon merveilleuse. Mesdames et messieurs, notre patrimoine est notre ADN, porteur d'une information héréditaire. C'est une part du passé que nous conservons, que nous chérissons, que nous conservons pour la transmettre aux prochaines générations, et dans laquelle nous nous reconnaissons comme une communauté d'humains, comme une communauté européenne aussi. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, en parlant, ne pas nous référer, ne pas mentionner l'incendie terrible qui a frappé Notre-Dame de Paris, qui est à quelques pas d'ici, et qui nous a rappelé, comme aussi hier, à quel point ce patrimoine nous rassemble tous, quelle que soit notre nationalité, notre âge. Les Européens ont vécu cette tragédie comme la leur. Et le patrimoine, c'est aussi ça, notre histoire personnelle qui s'entremêle avec la grande histoire, parfois de manière, c'est vrai, très complexe. Je vais continuer en anglais. So exploring cultural heritage not only helps us understand where we come from, but also helps us understand each other and better live together. This shared understanding, this feeling of concord, reflects a society celebrating culture of the other without fearing for the preservation of its own. And all that was beautifully expressed, celebrated during the European Year of Cultural Heritage. As you know, the European of Cultural Heritage last year was a great success, a success thanks to all of you, civil society, institutions at European level, the countries, the regions, the cities, and the citizens who took part with us in this big celebration. We had 23,000 events, many inspiring projects and activities all across Europe, 37 countries. A large number of those events took place in France, and I would like to thank warmly the Ministry of Culture for their commitment and the work of their very competent services. Now, let's look ahead. What's expecting us? What's going to happen? Well, I'm very happy to note that cultural heritage is going to remain high on the European Union's agenda. You said that, you recall that, Snezhka, that this summer a new strategic agenda was adopted for the 5 years to come by the EU leaders. And we were delighted to see, and I quote, that they said that they committed to invest in culture and cultural heritage, which are at the heart of our European identity. Now, you know that we are in the process of having a new commission, of forming a new commission for the next 5 years. And we have a commissioner designate, Maria Gabriel, for culture, education, research, youth, and innovation. And she received a mission letter for the president-elect, Mrs. von der Leyen. And in this mission letter that she received, she was tasked with, and again I quote, strengthening Europe's commitment to preserving and protecting our cultural heritage. Then, that's what, that's the instruction in a way she received. But then we could see during the hearing, which I'm sure many of you followed as well in the European Parliament, that she was deeply personally committed to cultural heritage. During this hearing, she acknowledged the incredible work of the actors at EU level that are involved in the protection and promotion of cultural heritage. She also recognized the achievement of the European Year of Cultural Heritage and announced and pledged to continue its legacy. So let me now turn back to French. Quel est ce travail, quelle est cette postérité sur laquelle Madame von der Leyen va construire, et Madame, Gabriel va construire? Comme vous le savez, suite à l'appel de Berlin, que je vais ici rappeler, signé par 2000 personnes et citoyens et représentants d'institutions, nous avons adopté un cadre d'action pour le patrimoine culturel. C'est le premier en Europe pour la Commission européenne et nous en sommes très contents. C'est un plan qui vraiment rassemble et résume la postérité de l'année européenne et continue son travail. Quels sont ces grands axes? 5 grands axes. L'inclusion, engager les citoyens, engager toutes les personnes avec le patrimoine.
La protection du patrimoine, bien sûr. La durabilité, troisième grand axe. Et enfin, l'innovation. Mais bien sûr, nous avons un cinquième volet qui est la dimension internationale. Le patrimoine est une façon extrêmement puissante de collaborer, de travailler, d'échanger d'égal à égal avec les pays tiers, avec les pays qui sont hors de l'Union européenne. 5 grandes directions donc pour notre travail dans les années qui viennent sur le patrimoine, avec lesquelles actions qui seront mises en œuvre par 15 directions générales de la Commission européenne. Et il y a en tout, dans ce plan d'action, plus de 60 actions qui sont prévues. Donc nous en sommes très fiers. Et la dernière action que je voudrais présenter et sur laquelle je vais finir ce discours est celle qui a trait au changement climatique. Tous les speakers de ce matin l'ont rappelé. Nous sommes face à une urgence absolue, celle de s'occuper de cette menace terrible qui pèse sur, sans être grandiloquent, sur la Terre et sur l'humanité. Donc il est essentiel que le patrimoine culturel aussi s'empare de ce sujet du changement climatique. Changement climatique qui, par ailleurs, comme vous le savez, dans le programme de la présidente von der Leyen, figure en bonne place, puisque le Green New Deal est le premier de ses engagements dans le discours qu'elle a fait devant le Parlement européen. Et dans les 100 premiers jours dans lesquels elle sera en charge, ce sera l'objet de sa priorité. Donc pourquoi le patrimoine culturel et le climat? Tout simplement parce que le climat peut affecter le patrimoine culturel, évidemment, peut affecter sa survie. Pensons à Venise, pour prendre l'exemple le plus évident. La montée des eaux, bien sûr, menace de manière terrible l'extraordinaire patrimoine de Venise et bien d'autres encore. Mais le patrimoine a aussi une contribution à donner à cette lutte contre le changement climatique, par sa résilience. D'abord, avant d'en venir à la résilience, pour tout ce qui est de l'efficacité énergétique. Certes, certains bâtiments ne sont pas efficaces énergiquement, mais d'autres le sont, construits selon des méthodes anciennes, avec des murs bien plus épais que nos constructions contemporaines. Et donc, il y a beaucoup de leçons à retenir, parfois aussi avec des systèmes de circulation et de ventilation naturelle, de climatisation naturelle. Il y a beaucoup de leçons que peut nous enseigner le patrimoine et les bâtiments historiques dans cette façon de réinventer que nous devons imaginer de la gestion de l'énergie. Mais il y a une autre dimension pour laquelle le patrimoine est porteur de leçons et est très intéressant dans cette réflexion sur la lutte contre le changement climatique. C'est aussi la résilience des communautés, la façon dont le patrimoine peut survivre, peut rassembler les gens et peut fédérer les forces dans un effort, encore une fois, de survie et de transmission au cours des siècles. Donc nous sommes particulièrement heureux que Snežka, dans ce grand débat, dans ce grand colloque aujourd'hui, vous ayez identifié le climat comme le changement climatique comme un des 4 thèmes qui seront traités. Nous aussi, bien sûr, nous allons contribuer. Il y avait la semaine dernière à Édimbourg la création d'un réseau très important des ONG, de toutes les organisations qui sont engagées dans le patrimoine pour la lutte contre le changement climatique. Donc je crois que là, on a assisté à la naissance d'un réseau qui sera très puissant. Il y a la conversation que nous allons avoir aujourd'hui. Et puis, la Commission européenne, bien sûr, va y mettre du sien. Donc nous allons créer un groupe d'experts des États membres qui va identifier les bonnes pratiques en matière de lutte contre le changement climatique et patrimoine, de manière à pouvoir guider notre travail, guider celui des administrations nationales, mais aussi guider celui de la Commission dans les années qui viennent. Donc voilà une tâche extraordinaire pour laquelle le patrimoine est plus pertinent que jamais et que nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau mener avec vous. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis d'assister et de participer à tous ces débats aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Catherine. So important to have you and your team present here today in the various parts of the program. And it's great to see, you can see that it seems that all institutions agree. The Parliament, the Commission, the Bank, the European Economic and Social Committee, how important culture and cultural heritage is for Europe today. Yet, we all know
when Mrs. von der Leyen presented her new team, culture was not figuring, at least not visible. It was, as you said, in the mission letter, everything, but it was not considered important enough, relevant enough to be in the title of the commissioner in charge of culture. So we indeed have a problem of communication, where all the institutions think that this is important, and still we are facing that challenge that when it comes to really communicating with saying what Europe stands for, it's not there. So fortunately, the civil society, our organizations, we are there to really say we don't accept this situation. So fortunately, we have 1 month more or 2 months more to sort of step up that mobilization. So I'm still promising you, I'm really promising you, I think that we will manage. And at the end, culture will be back where it should be in the title of the commissioner in charge of it. So, but we have to work all together. Et on a besoin des États membres. On a besoin des États membres, on aura besoin de la France et de tous les États ici. Je suis ravi que le ministère de la Culture et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a soutenu les assises européennes ici à Paris. Et surtout, ne quittez pas avant la fin parce que le ministre, d'abord la secrétaire d'État pour l'Europe, Madame Amélie de Montchalin, sera là avec nous parce qu'elle considère que c'est important notre débat. Le ministre de la Culture, Franck Riester, sera là pour clôturer le débat. Donc on a besoin des États membres et on a besoin des régions, des villes. Et c'est pour ça que nous sommes ravis, Madame Gros, que vous soyez là, parce que région Île-de-France, il y a du patrimoine dans cette région. Et un petit peu, effectivement, il y a une lourde charge aussi, une lourde responsabilité. Vous avez organisé récemment les premières assises du patrimoine dans votre région. Donc je vous prie de passer le dernier message de la part des régions qui jouent un rôle très important dans cette mobilisation. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc Aurélie Gros, j'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui parmi vous et c'est un grand honneur au nom de Valérie Pécresse qui n'a pas pu venir, retenue par d'autres manifestations. Et comme vous le disiez, en région Île-de-France, nous avons beaucoup de patrimoine, nous avons beaucoup de bâtiments inaugurés, beaucoup de manifestations, donc elle s'en excuse encore. Et Dieu sait pourtant que le patrimoine et la culture tiennent à cœur à Valérie Pécresse, qui, on doit le dire, après le choc qu'a provoqué l'incendie de Notre-Dame, qui a été un choc, on peut le dire aussi mondial, européen évidemment, mais surtout mondial, la région Île-de-France a décidé de donner à son action en faveur du patrimoine un nouvel élan, qui s'est traduit par un engagement, effectivement, à la reconstruction de 10 millions d'euros, mais aussi par l'organisation des premières assises du patrimoine en Île-de-France le 13 décembre dernier. À cette occasion, et pour répondre à cette immense attente citoyenne et populaire en faveur du patrimoine, ressentie dans tout le pays et particulièrement en Île-de-France, parce que je le rappelle, 10% du patrimoine protégé national se trouve en Île-de-France, 15 nouvelles mesures ont été annoncées en faveur du patrimoine. Donc pour la restauration et la sauvegarde du patrimoine francilien, évidemment, la préservation des savoir-faire et la formation au métier de la restauration du patrimoine et la promotion du tourisme patrimonial en Île-de-France. Donc ainsi, la région s'engage aujourd'hui totalement sur le patrimoine, avec notamment une augmentation constante du budget dédié au patrimoine depuis 2016. Près de 95 millions d'euros du budget régional est consacré au patrimoine depuis 2016, dont 5,3 millions en recherche et innovation, 6,5 millions en valorisation, 34,5 millions en emploi et formation et 48,4 millions en restauration. Donc vous pouvez le voir, c'est un véritable engagement. Plus de 30% en 2020 du budget en investissement du service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France, donc qui est passé de 5 millions à 6,5 millions d'euros. Au total, un engagement de 200 millions d'euros d'ici 2021, dont 20 millions, on a eu la chance il y a quelque temps de
de faire une conférence de presse à ce sujet pour les réserves du centre Pompidou, qui seront donc en Île-de-France. 10 millions pour permettre en urgence les travaux de sécurisation de Notre-Dame. Au moins 2 millions pour l'opération Suivez la flèche, qui vise à reconstruire la flèche de la basilique Saint-Denis et à installer un village des métiers de la restauration du patrimoine. Un bonus de 200 000 € pour les contrats ruraux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, nous avons du beau patrimoine à Paris, mais nous avons aussi des églises magnifiques et un patrimoine exceptionnel dans nos villages en Île-de-France, qui auront donc dans ce contrat rural, il y aura un volet préservation du patrimoine et un plan de soutien au musée francilien avec la création d'un fonds d'aide aux acquisitions exceptionnelles. Par ailleurs, la région souhaite, parce qu'au-delà des financements en investissement et même en fonctionnement que la région peut porter, il est essentiel, en tout cas en Île-de-France, de préserver les savoir-faire et les formations au métier de la restauration du patrimoine. Parce que ce n'est pas le tout de vouloir rénover son patrimoine, il faut pouvoir le rénover. Donc, on a un soutien aux 2 campus d'excellence dédiés à la formation au métier du patrimoine et au métier d'art. Donc, à Versailles et à Paris, la région souhaite et soutient la création de ces 2 futurs campus d'excellence, en particulier pour leur formation au métier du patrimoine en CFA, à travers la labellisation et l'aide au coût contrat qui recouvre l'allocation par élève. La création de la cité artisanale des compagnons du Tour de France. La région donc s'engage à soutenir ce projet des compagnons du Tour de France qui devrait s'implanter à Champigny-sur-Marne et pourrait disposer notamment d'une couveuse d'entreprise pour aider les compagnons dans leur installation. Et enfin, la création des trophées des métiers de la restauration du patrimoine en Île-de-France. Dans le cadre d'un concours, je filme le métier qu'il me plaît et je filme ma formation. Ces nouveaux trophées valoriseront auprès des jeunes des formations et des métiers du patrimoine qui peinent à recruter au risque de perdre nos savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle savoir-faire, quand on parle métier du patrimoine, effectivement, si vous vous rendez dans les nombreux lycées d'Île-de-France, ce sont des métiers méconnus où les jeunes ont du mal à s'engager. Et je crois qu'aujourd'hui, la force d'une région, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes-là, les orienter, et grâce notamment au déploiement des tablettes numériques dans tous les lycées qui leur donnent accès à l'ensemble des données culturelles que l'on peut trouver sur notre région Île-de-France et l'ensemble des offres culturelles, je pense que nos élèves peuvent se tourner vers des formations qui n'auraient pas forcément été leur premier choix, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a un petit peu de mal à leur trouver un sens et à essayer de les orienter vers d'autres spécialités que les métiers standards. Enfin, il est essentiel, au-delà de la préservation du patrimoine, les métiers du patrimoine et la valorisation des métiers du patrimoine, de promouvoir le tourisme patrimonial en Île-de-France. Donc, la région Île-de-France facilite les parcours patrimoniaux. Donc, elle suscite la création de véritables parcours patrimoniaux et en assure la faisabilité par notamment, et j'en parlais tout à l'heure en arrivant, des problématiques de transport, notamment en Île-de-France, la mise en place d'une desserte en transport en commun dans les lieux relativement inaccessibles. Si on prend l'exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà partis se balader en Essonne, il y a notamment une petite ville qui s'appelle Milly-la-Forêt, qui a un patrimoine exceptionnel, qui va de la maison Cocteau, évidemment, en passant par le Cyclope, le musée des plantes, des herbes de Milly-la-Forêt, la chapelle Sainte-Blaise. Et aujourd'hui, cette ville-là est totalement inaccessible pour les touristes et pour les franciliens en général, et même pour l'étranger. Donc la région Île-de-France s'engage à créer ces parcours et à développer au maximum les transports pour faciliter cette mise en tourisme. Parce qu'aujourd'hui, notre devoir de collectivité territoriale, c'est de rendre ce patrimoine aux franciliens, aux Français et bien entendu aux Européens. Et on ouvre aussi, pour faciliter tout ça, les données du patrimoine, puisque la disponibilité des données est un enjeu fondamental pour le public comme pour les professionnels. Donc la région a pris l'initiative de la création d'une plateforme patrimoine en open data, agrégeant les données de la région à d'autres producteurs comme les archives, les musées et les services patrimoniaux. Elle sera ouverte au grand public, évidemment,
comme aux professionnels, à qui elle pourra permettre le développement et l'enrichissement d'applications. Il en est ainsi de l'application API, le patrimoine à portée de train, développée par la SNCF Transilien. Des trains aux couleurs du patrimoine régional, parce qu'il s'agit aussi de communiquer sur notre patrimoine. Donc, pour le coup, on propose de mettre à l'étude la customisation des nouveaux trains autour de la diversité du patrimoine régional, souvent méconnu par les franciliens. Parce qu'effectivement, nous pouvons parler Europe, mais des fois, certains Européens connaissent mieux le patrimoine francilien que les franciliens eux-mêmes. Donc, il faut aussi permettre aux populations qui habitent le territoire, et en dehors, d'ailleurs en province, de pouvoir se rendre et découvrir leur patrimoine sur lequel ils habitent souvent à quelques kilomètres. Donc ce sera d'imaginer une étroite collaboration avec la SNCF Transilien et bien entendu la région. Et une attention particulière à la valorisation du patrimoine gastronomique, puisque en France, nous parlons beaucoup des bâtiments. Mais il y a une deuxième chose très, très importante, c'est quand même la gastronomie. Et comme on approche de l'heure de midi, je me suis dit que rajouter la gastronomie à mon discours était quand même plutôt pas mal, avec la création des parcours de la gastronomie en Île-de-France. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel dans le patrimoine, en tout cas, de savoir allier les différentes formes de patrimoine, en tout cas en région Île-de-France, de pouvoir, et partout d'ailleurs en Europe, de pouvoir se rendre dans un château, une église ou au Collège des Bernardins et de savoir qu'en sortant, on va pouvoir aller acheter ses produits locaux et qu'en fin de compte, on va manger dans un petit restaurant de proximité qui va valoriser la gastronomie française. Aujourd'hui, la notion de parcours, à mon sens, se trouve là. Et je crois que l'expérience française permet de valoriser ce type de parcours et peut-être de donner l'exemple à nos voisins européens qui en sont d'eux-mêmes. Si vous allez en Italie, je pense que trouver un restaurant typique italien à côté d'un superbe bâtiment que vous avez pu visiter, ça reste du patrimoine et il faut le valoriser de la même manière. Enfin, la région a une politique mobilisatrice et fondée sur l'adhésion citoyenne et populaire. Je ne saurais dire que c'est un sujet d'actualité en France, un petit peu d'actualité en France, mais aussi en Europe. Aujourd'hui, on voit que l'adhésion citoyenne, la concertation citoyenne, le citoyen doit être mis au cœur de toutes nos politiques publiques et de tous nos engagements. Aussi, nous avons créé un label qui s'appelle le label d'intérêt régional, qui vient distinguer des ensembles non protégés, puisque nous avons aussi du patrimoine non protégé qui se trouve dans l'angle mort des politiques publiques, hélas. Et aujourd'hui, il ouvre une véritable reconnaissance et une aide en investissement et en fonctionnement. Depuis 2018, par des remontées de terrain citoyennes, il y a eu plus de 150 dossiers à l'initiative des habitants et des collectivités, que ce soit les mairies de petits villages ou les habitants qui nous ont remonté leur patrimoine non protégé qui n'était pas forcément reconnu par la région Île-de-France. Il y en a eu donc 150 et ça continue de grimper. Et la région a décerné déjà plus de 80 labels avec l'objectif d'atteindre les 200 en 2021. Donc, je crois que c'est une initiative qui a été une des premières initiatives en France et aujourd'hui elle est reprise par certaines collectivités territoriales, mais il ne faut pas oublier que notre patrimoine n'est pas que le patrimoine protégé. Nous avons aussi le patrimoine non protégé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, hélas, laissaient un petit peu de côté le patrimoine non protégé. Les subventions n'étaient pas vraiment apportées. Il n'y avait aucune enveloppe budgétaire qui était prévue pour la restauration de ce patrimoine. Et la région Île-de-France, accompagnée par d'autres départements de la région Île-de-France, ont créé cette enveloppe, en tout cas budgétaire, sur le patrimoine non protégé. Et c'est une chose plutôt bénéfique pour l'Île-de-France. Enfin, nous avons renforcé des partenariats avec la Fondation du patrimoine, avec le dispositif participatif de crowdfunding pour le patrimoine toujours non protégé. Ce sont près de 300 000 € que la région consacre chaque année à cette action pour encourager et conforter la collecte des fonds privés. En fait, à partir du moment où la mission mécénat récolte 300 000 €,
la région va compenser de 300 000 euros. C'est une sorte de fonds d'abondement des dons privés faits par des habitants. Enfin, le soutien à D'Artagnan, la start-up du patrimoine, en s'engageant dans l'opération Sauver nos monuments, en partenariat avec D'Artagnan et Le Parisien, la région marque son engagement en faveur de solutions alternatives et innovantes. Il s'agit ici d'inviter le public à voter parmi une liste de monuments à restaurer grâce à un dispositif de financement participatif auquel la région, évidemment, contribue. Donc c'est un succès populaire avec déjà près de 10 000 votes en 4 jours. Donc vous l'aurez compris, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin des pays de l'État membre, on a besoin des pays, on a besoin de l'Europe, mais on a aussi besoin des collectivités territoriales, on a aussi besoin des régions. Je crois que c'est un travail partenarial qui doit se mettre en place. Chacun doit prendre sa part et le citoyen également. Donc pour conclure, j'aimerais dire que la mobilisation effectivement de tous en faveur du patrimoine qui nous appartient à tous est au cœur de notre démarche en région Île-de-France. Et c'est cela qui nous réunit aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui parmi vous. Les souscriptions et les dons doivent être donc encouragés. Il ne faut pas casser l'élan du mécénat. Je suis particulièrement contre tout ce qui viendrait ralentir le mécénat, comme certains actuels projets, sauf à ce que l'État compense par des crédits budgétaires. Je sais que le projet du budget du ministère de la Culture pour 2020 marque un progrès, un réel progrès en ce qui concerne le patrimoine, mais je sais aussi, et je le dis sans provocation et sans esprit partisan, que nous sommes encore loin des besoins et que nous avons encore loin des crédits atteints avant 2012. Donc, non au plafonnement du mécénat. Le mécénat, c'est une sorte de suffrage universel en faveur de la culture, du patrimoine et de tant d'actions d'intérêt général. Remercions les citoyens et je pense ce n'est pas l'heure de leur envoyer des signaux négatifs. Et enfin, je vous dirai un dernier mot. Je suis particulièrement heureuse de m'être exprimée devant vous, car je crois qu'on défend tous une chose et qu'on a tous une chose en commun, c'est ce patrimoine que nous chérissons, car le patrimoine, c'est la vie. Merci beaucoup, Madame Gros, pour cet engagement professionnel et passionnel, je dirais, pour la cause que nous partageons. C'est effectivement essentiel d'avoir les collectivités territoriales avec nous. Donc, it was music to our ears, tout ce qu'on a entendu, ce que vous faites, et nous espérons que beaucoup de régions s'exprimeront et participeront dans ce mouvement de cette manière. We are very late. Because there is too much passion and too much engagement, but we will now pass, of course, the floor to my friend Antoine Ajakowski. I'm afraid we will have to reduce the lunch break. We don't want to reduce your panel with all the respect to the culinary heritage, but I hope you agree that we will have, instead of 1.5 hour lunch break, we will reduce that in order that your debate and all the other debates which are equally important have enough importance. So stay with us the whole day because it will be equally important the whole day. Thank you so much to all the speakers and stay with us.